Alors, j'aurai pas le temps de vous parler, mais peut-être en table ronde, de où en est Radico. Je sais qu'il y a souvent des questions, prochain appel, les cohortes, est-ce qu'elles avancent? Je vais vous parler des perspectives de collaboration sur la base de ces registres, bases de données, cohortes, dont on parle, souvent sans savoir exactement de quels acteurs et de quelles finalités de ces outils on parle. Donc je voulais faire un petit rappel sur la théorie, parce que c'est très sain de parler de la théorie, parce que finalement, elle n'est pas toujours appliquée, mais si elle était suivie, elle serait très structurante et elle faciliterait le travail de tout le monde sur les liens entre différentes bases de données, registres, cohortes et outils aussi fonctionnels apportés par Orphanet, par exemple. Donc, sur les grandes catégories de bases de données, on ne peut pas toutes les comparer et l'essentiel, c'est la finalité. Il faut penser à finalité, que veut-on faire avec ces bases de données, et c'est ça qui permettrait de les classer un petit peu mieux. Donc on a des bases de données épidémiologiques et vous allez comprendre qu'en fonction de la finalité, il y a des contraintes et des caractéristiques qui vont s'appliquer à ces bases de données et qui vont définir le terrain de travail si on veut travailler tous ensemble. Les bases de données épidémiologiques, la finalité, c'est de faire de la santé publique, de la surveillance de maladies rares, et pas seulement, et de l'épidémiologie générale. Les caractéristiques, c'est donc quoi? On définit une zone géographique pour travailler. On fait de l'épidémiologie dans une région, dans un pays ou en Europe. On n'a pas besoin d'aller chercher des données sur des prévalences ou des incidences aux États-Unis si on travaille sur l'épidémiologie d'une maladie rare en France. L'objectif, par contre, sur la zone sélectionnée, la durée sélectionnée pour travailler, c'est d'avoir une exhaustivité aussi importante que possible. Un set minimum de données est suffisant. On n'est pas dans un suivi de patient, donc on n'enregistre pas le plus de données possible sur un patient sur différentes visites. On fait une photographie et la notion de set minimum de données peut s'appliquer pour avoir la bonne photographie. L'anonymisation, on n'a pas besoin de connaître l'identité, parfois même pas des codes ou des processus d'identification associés patients pour faire de l'épidémiologie. Ça peut être de la donnée anonyme, avec bien sûr tout le caractère très relatif de cette notion d'anonymat dans le domaine des maladies rares. Et puis la durée est indéfinie, on peut recommencer chaque année une étude d'incidence sur la maladie sélectionnée. À côté de cela, on a des bases de données qui ont un autre objectif. Et c'est ce qu'on peut trouver souvent, et le plus souvent même dans les filières, dans les centres de référence et centres de compétences. C'est des bases de données de soins et de santé. Le but là, c'est de suivre des patients, c'est de faire un peu du dossier patient informatisé quand il n'existe pas au sein de l'hôpital, et d'aider le médecin avec son patient et la famille du patient à décider d'adapter tel ou tel traitement en fonction des données rétrospectives collectées, par comparaison aussi avec d'autres patients. Donc là, les caractéristiques, c'est quoi? C'est que souvent, ces systèmes de données, de bases de données, dépendent des systèmes locaux d'information hospitaliers, les SIH. C'est un peu aussi le cas à Necker de ce que vient de présenter Cédric. On a le rôle des filières de santé, Nicolas, pardon, le rôle des filières de santé, et puis bientôt des réseaux européens de référence, les ERN, très important aussi parce qu'ils vont bousculer, on n'en a pas beaucoup parlé d'Europe aujourd'hui, mais ils vont bousculer les pratiques sur les bases de données. Aussi en France, il va falloir travailler, être leader dans les propositions au sein des ERN pour pas que tout soit redétricoté une nouvelle fois. Et puis, dans ces bases de données, on trouve des outils d'aide à la décision, c'est-à-dire des outils de scoring pour plusieurs applications possibles. Ça peut être du Z-score, recentrer mon patient dans des courbes standards, moyennes, de croissance, par exemple, savoir où mon patient en est pour savoir ce que je dois faire, moi, praticien de santé, pour son traitement ou son management. Là, ce qu'on cherche à faire quand on a ces bases de données, c'est d'être aussi exhaustif que possible. Plus on a d'informations sur le patient, c'est une croyance en tout cas, qui parfois s'avère vraie et parfois peut être critiquée, mais plus on a d'informations sur le patient, mieux le suivi sera assuré. Et la durée est indéfinie, puisque tant que le traitement ou le suivi du patient dure, il n'y a pas de raison d'arrêter d'enregistrer des données sur ce patient. Enfin, il y a un troisième type de base de données, ce sont les données
base de données de recherche. Et là, c'est un peu radicaux, c'est là qu'on se retrouve. Le but, c'est pas, et la finalité, c'est pas l'objectif des deux types de bases de données précédentes définies. C'est la recherche, c'est répondre à une ou des questions scientifiques. Alors, quand on veut répondre à une ou des questions scientifiques, on définit une zone géographique pour travailler, pour avoir bien sûr suffisamment de patients éligibles et à inclure dans les études, mais on peut inclure des centres supplémentaires hors de France. D'ailleurs, si on a une puissance insuffisante en France, pas assez de patients, on peut en trouver, pourvu qu'il soit un profil similaire qui réponde aux mêmes critères d'inclusion dans d'autres pays. Le set minimum de données, il est là plus valide. On est plutôt dans un set maximum de données pour répondre à la question posée. On ne va pas tout collecter, mais on essaie de collecter l'essentiel des données qui suffirait pour répondre aux questions après analyse. Et ces données ne sont pas que cliniques, donc on n'est pas dans le suivi de patients, ne sont pas épidémiologiques nécessairement. On peut collecter des données liées à la qualité de vie, liées aux médico-économiques, liées à d'autres facteurs, notamment des facteurs environnementaux sur l'impact sur l'évolution de la maladie. Tout ça, c'est fonction de la question posée. Les données là doivent être déidentifiées, c'est-à-dire qu'il faut permettre quand même au médecin qui participe à l'étude de retourner vers son patient s'il y a du résultat scientifique, c'est essentiel. Donc le code patient, le codage des patients est une question clé. Et l'accès doit être rendu possible non pas à tous les intervenants de la recherche, mais au médecin qui suit le patient et qui l'a inclus dans l'essai. Les critères d'inclusion, de non-inclusion doivent être définis et d'exclusion. Ce n'est pas tous les patients qu'on va inclure dans l'étude. Le consentement, l'information du patient éligible est essentielle. Ce n'est pas la même chose que pour les bases de données épidémiologiques, par exemple. Et la durée du suivi et le nombre de visites sont prédéfinis par rapport à ce qu'on appelle un protocole d'étude. On ne prend pas forcément les données de chaque visite, mais on définit par an un certain nombre de visites pour cette étude qui répond à une question scientifique. Alors tout ça, ce serait bien joli. Je vous ai dit que c'était de la théorie, mais en pratique, les finalités sont mal délimitées et les bases de données essayent de faire un peu tout. Un peu d'épidémiologie, un peu de suivi de patients avec des outils qui vont guider, et qui sont responsables dans le résultat, donc qui vont guider le praticien. Et puis, on se dit, tiens, je ferai de la recherche aussi sur ma base de données, tant qu'à faire. Ce n'est pas la bonne approche. Je pense que si on travaillait tous ensemble, chacun sur nos domaines spécifiques d'activité, on pourrait coopérer beaucoup plus facilement. Mais c'est une réalité, et Radico a besoin de collaborer avec les autres types de bases de données. Donc il faut tenir compte tout simplement de cette réalité. Et puis il y a d'autres types de données qui arrivent et qui vont arriver, qui sont massives et on ne peut pas les négliger. C'est les données apportées par les patients eux-mêmes avec les réseaux sociaux et les autoquestionnaires. C'est indispensable parce que ces bases de données se professionnalisent et deviennent très utiles. Et données de qualité de vie, des événements discrets qui ne sont pas vus en consultation, qui arrivent toute l'année aux patients et à leurs familles, le ressenti. Et puis les données des objets connectés, qui là sont des petits opérateurs de saisie automatique, ces objets connectés, qui font moins d'erreurs que le technicien dans le laboratoire et qui vont apporter des données très utiles pour mieux comprendre la maladie. Tout ça, ça ouvre énormément d'opportunités et enjeux pour Radico, et il faut donc qu'on étudie comment collaborer. D'abord parce qu'on a besoin de récupérer des données utiles dans des bases de recherche qui existaient avant Radico. Et des bases de soins, de santé, tout ça, il y a de la donnée précieuse. Ça nécessite de raccorder les bases, d'identifier les items communs, de réconcilier ces items et leur format. Anna parlait des codes et des standards également. Et puis des reprises de données individuelles. Si seulement il y avait un code unique patient maladie rare en France et en Europe, déjà, sans avoir à récupérer les choses, on pourrait relier par le simple code patient les différentes données de ce patient contenues dans différents types de bases de données. C'est une notion essentielle. Le contrôle qualité, on n'en a pas encore parlé, mais je pense que dans les petits brainstorming de début d'après-midi, vous en avez parlé, on ne peut pas collecter et réintégrer des données si on n'est pas sûr du même niveau de qualité de ces données. Il y a de la donnée manquante, souvent dans ces bases historiques, il faut en tenir compte, ou de la donnée non contrôlée sur le plan de sa qualité. Et puis définir la périodicité des imports et des exports.
les accords pour le transfert et la participation, toute la dimension juridique, c'est un vrai problème. Ça prend beaucoup plus de temps, à mon avis, que le réglementaire qu'on a évoqué ce matin. Les hôpitaux ne sont pas forcément prêts à mettre leurs données de système de soins, de DPI, dans des bases communes entre plusieurs hôpitaux, voire plusieurs pays, pour des fins de recherche en tout cas. Et pourtant, l'opportunité, ce serait de limiter la double saisie par connexion avec les bases de soins santé. Donc je l'ai dit, les SIH hospitaliers sont peu ouverts. Et pourtant, donc, il faudrait orienter toutes ces bases vers l'interopérabilité et avoir une gestion électronique aussi de l'inclusion des patients dans ces bases de santé vers des bases de recherche, participation donc aux études cliniques, et assurer une complémentarité avec la BNDMR. S'ouvrir à l'international, je ne vais pas faire les sous-titres, très important pour Adico. Valoriser et pérenniser les cohortes à travers les contrats industriels, c'est déjà une réalité pour Adico, puisque grâce à la HAS et à la Commission de la transparence, qui recommande de faire appel à des cohortes publiques pour consolider des services médicaux rendus pour certaines molécules dans le domaine des maladies rares, les industriels viennent nous voir et nous demandent nos données de vraie vie. Ça marche. Et j'encourage la Commission de transparence à continuer à conseiller à l'industrie de faire appel aux corps publics parce que c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Et puis, intégrer les données de nouvelle génération, c'est essentiel et c'est très compliqué, c'est du big data, mais c'est incontournable. Les objets connectés, tout le monde en aura demain, si ce n'est pas déjà le cas aujourd'hui. Donc, il faut savoir les intégrer. Bon, je vais éviter la gouvernance, l'équilibre entre éthique, exigences réglementaires et besoin d'ouverture de la base. Les systèmes de sécurité et puis les aspects information et confidentialité sur les données qui doivent être respectées. Il y a une dimension européenne, je veux juste m'arrêter une minute, parce qu'il y a des choses qui se passent et on ne le sait pas assez, notamment RD Connect qui travaille, on travaille avec eux et on prépare un papier ensemble, qui veulent qualifier les registres en Europe sur les maladies rares avec ce qu'ils appellent des IT cards, avec différents niveaux de qualité de la base, standard, silver, gold, platinum. Le problème, c'est que les critères sont un peu aveugles sur les finalités des différentes bases. On ne peut pas forcément demander la même chose aux mêmes bases si elles n'ont pas les mêmes finalités. Donc il faut apporter de la nuance et peut-être pas classer hiérarchiquement en termes de qualité, mais plutôt en termes de type, par des codes couleurs plutôt que des métaux de valeur, les différentes bases de données, la qualité, bien sûr, des données contenues étant quelque chose d'essentiel. Les réseaux européens de référence, parce qu'ils vont jouer un rôle essentiel aussi dans le lien avec la recherche. Et puis, en ce moment, se prépare, il y avait une réunion il y a une semaine au ministère de la Recherche, une grosse plateforme pour les maladies rares en Europe qui va s'appeler European Joint Programming sur les maladies rares, EJP, qui va essayer de coordonner un petit peu tout ça. C'est le pilier 2 de cette action sur l'interopérabilité des registres. Merci.